tout s'accélère au Burkina Faso, malgré les tirs aux frontières. Sous l'autorité du capitaine Ibrahim Traoré, des initiatives nationales se déploient en parallèle. Routes urbaines rénovées, fossés de drainage construits, campagnes de nettoyage et de plantation d'arbres devenues régulières. Mais ces chantiers disent-ils vraiment l'essentiel? Et que gagne-t-on quand Ibrahim Traoré place la souveraineté, d'abord alimentaire, au centre de tout? Les chiffres, eux, vont trancher, étape par étape, sans slogan. Ce qui suit n'est ni un discours politique, ni un portrait flatteur, mais une lecture structurée des changements observables au Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. L'objectif est simple, comprendre à partir des faits disponibles ce qui a réellement changé dans la vie quotidienne, et ce qui relève d'une rupture mesurable, et ce qui demeure fragile ou inachevé. L'enjeu dépasse la seule figure d'Ibrahim Traoré. Il touche à une question centrale pour de nombreux pays du Sahel, celle de savoir si un développement fondé sur la mobilisation interne peut résister à l'insécurité, aux pressions extérieures et aux contraintes économiques. À travers des données, des séquences chronologiques et des impacts concrets, cette analyse examine comment agriculture, santé, éducation et infrastructure ont été activées simultanément et à quel risque ce modèle s'expose s'il échoue. Ce cadre permet d'évaluer non pas des intentions, mais des effets et d'identifier ce que ce tournant signifie réellement pour l'État, les citoyens et la région. En moins de 3 ans, plus de 65 km de routes urbaines et périurbaines ont été rénovées à Ouagadougou et dans ses environs, un chiffre rarement mis en avant, mais révélateur d'un changement de méthode. Ce volume, combiné à des centaines de mètres de fossés de drainage construits localement et à des campagnes régulières de salubrité, marque un basculement. L'action publique ne se limite plus à l'annonce, elle s'incarne dans des réalisations visibles réparties sur le territoire. Pour comprendre cette inflexion, il faut replacer l'arrivée d'Ibrahim Traoré dans un contexte de crise profonde. Le Burkina Faso était alors perçu presque exclusivement à travers le prisme de l'instabilité sécuritaire et du terrorisme, avec un État affaibli et des communautés souvent réduites au rôle de bénéficiaires passifs. La nouveauté n'a pas été l'existence de programmes sectoriels, mais leur activation simultanée, pensée comme une réponse systémique plutôt que fragmentée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les politiques publiques ont été conçues autour d'un principe central. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit à partir des besoins élémentaires. Cette logique explique pourquoi agriculture, santé, éducation, sport et infrastructures ont avancé en parallèle, sans attendre la stabilisation complète du contexte sécuritaire. Le choix était risqué, mais assumé. Un élément souvent sous-estimé réside dans la mobilisation civique. À travers des forums citoyens organisés dans les très anciennes régions, plus de 26 000 personnes ont participé directement à des discussions sur leurs droits, leurs devoirs et leur rôle dans la société. Voilà, des millions d'autres ont été touchés via les médias, créant un effet d'entraînement difficile à quantifier, mais perceptible sur le terrain. Cette dynamique ne résout pas tout. Elle ne supprime ni la violence armée, ni les contraintes économiques, mais elle modifie le rapport entre l'État et la population en plaçant l'action collective au cœur du récit national porté par Ibrahim Traoré et prépare le terrain pour les transformations sectorielles à venir. Les effets les plus immédiats ne se lisent pas d'abord dans les discours, mais dans des scènes locales répétées à travers le pays. Dans plusieurs quartiers périphériques de Ouagadougou, la réhabilitation de routes secondaires a réduit le temps de trajet quotidien, facilité l'accès au marché et limité l'isolement saisonnier lors des pluies. Ces changements restent modestes à l'échelle nationale, mais ils modifient concrètement les routines et la perception de l'action publique. Dans les zones rurales, des communautés autrefois dépendantes de financements irréguliers ont été mobilisées pour intervenir directement sur leur environnement. Construction de fossés, entretien d'espaces publics, campagnes de nettoyage et de reboisement sont devenues des pratiques récurrentes plutôt que des opérations ponctuelles. Cette participation transforme le citoyen d'un rôle d'attente vers un rôle d'exécution partagée, avec un soutien technique de l'État. Un autre signal précoce apparaît chez les jeunes. Des programmes de surveillance citoyenne,
des formations professionnelles pour des détenus et des initiatives soutenant des micro-projets féminins et juvéniles ont créé des points d'entrée vers l'activité économique et sociale. L'effet n'est pas encore massif, mais il introduit une logique d'apprentissage et de responsabilité individuelle. Ces impacts restent inégaux selon les régions et ne compensent pas les pertes liées à l'insécurité persistante. Toutefois, ils révèlent une méthode: multiplier les points de contact entre l'État et la société. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette approche cherche moins à produire un symbole qu'à installer des routines d'action dont la valeur réside dans leur répétition. En clair, la transformation commence avant les grands chiffres. Au départ, la séquence est marquée par un double impératif: reprendre le contrôle territorial, tout en évitant l'arrêt de l'appareil civil. Dès les premiers 6 mois, les autorités optent pour une logique d'activation rapide plutôt que d'attente conditionnelle. La sécurité demeure prioritaire, mais elle n'est plus posée comme un préalable absolu au développement. Ce choix structure la suite des événements. La première phase correspond au déclenchement. Des initiatives présidentielles sont lancées presque simultanément dans plusieurs secteurs, avec des objectifs identifiés et des calendriers annoncés. Routes urbaines, agriculture vivrière, centres de santé communautaire, écoles et équipements sportifs entrent dans une même narration politique: reconstruire pendant le conflit. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État assume une présence visible, elle est parfois rudimentaire mais continue, afin de rétablir une forme de normalité institutionnelle. Vient ensuite le point de bascule, lorsque ces programmes cessent d'être perçus comme des annonces isolées. La mobilisation communautaire s'intensifie, notamment à travers des dispositifs où les populations locales participent directement à l'exécution des projets. Les forums citoyens, les campagnes de salubrité et les chantiers collectifs créent un effet cumulatif. L'action publique ne passe plus uniquement par des entreprises externes ou des bailleurs, mais par des structures locales appuyées techniquement. Dans l'agriculture, cette bascule se traduit par le lancement de programmes orientés vers l'autosuffisance alimentaire, avec une attention portée aux intrants, à la mécanisation et à la transformation. En parallèle, le secteur de la santé entre dans une phase de consolidation avec la montée en puissance des centres de santé communautaires, conçus pour réduire les évacuations médicales coûteuses et l'exode sanitaire. L'éducation et le sport suivent la même logique: rapprocher les infrastructures des populations plutôt que concentrer les capacités dans la capitale. La troisième phase correspond aux rémanences, c'est-à-dire aux effets secondaires et aux ajustements. Certains projets avancent plus vite que prévu, d'autres accusent des retards liés aux contraintes logistiques, sécuritaires ou financières. Les inégalités régionales persistent et la pression sur les ressources humaines de l'État s'accentue. Toutefois, une continuité se dessine. Les initiatives ne sont pas abandonnées après leur lancement initial, ce qui limite l'érosion de la confiance. Dans ce déroulé, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un initiateur, mais comme un point de cohérence narrative. La répétition des messages sur la souveraineté, la participation et la responsabilité collective sert de fil conducteur entre des secteurs hétérogènes. Cette constance explique en partie pourquoi, malgré les tensions, les programmes restent lisibles pour la population. La ligne des événements ne raconte donc pas une transformation achevée, mais une dynamique enclenchée, dont les répercussions commencent à se stabiliser sans être encore irréversibles. Au point de départ, la situation agricole du Burkina Faso reposait sur une forte dépendance aux importations, une mécanisation limitée et une faible capacité de transformation locale. Ce point de départ expliquait pourquoi une grande partie de la valeur ajoutée a quitté le pays sous forme de matières premières non transformées, tandis que la sécurité alimentaire restait vulnérable aux chocs extérieurs. Le premier changement mesurable concerne la mécanisation et l'accès aux intrants. 364 tracteurs ont été mis à disposition d'agriculteurs vulnérables avec un labour gratuit de leurs parcelles, réduisant immédiatement les coûts de production et les délais de mise en culture. En parallèle, plus de 1000 tonnes de semences améliorées
ont été distribués avec une subvention de 90%, limitant la contribution des producteurs à 10% de la valeur réelle. Autrement dit, le risque initial a été transféré de l'agriculteur vers l'État pour amorcer la reprise productive. Le deuxième changement mesurable touche à la fertilisation des sols. Sur les campagnes récentes, plus de 5000 tonnes d'engrais NPK, 3100 tonnes d'urée et 6000 tonnes d'engrais organiques ont été appliquées. Ce volume marque une rupture avec les années précédentes, où l'accès irrégulier aux intrants entraînait des rendements instables. Ici, l'objectif n'est pas l'intensification à court terme, mais la régénération de terres épuisées par le temps et le conflit, selon les termes des programmes mis en œuvre sous Ibrahim Traoré. Un troisième changement mesurable apparaît dans la transformation et la commercialisation. 17 unités de transformation ont été équipées de machines de tri optiques permettant d'élever la qualité du riz à des standards commerciaux plus élevés. Entre 2023 et 2025, plus de 47 000 tonnes de riz décortiqué ont été produites, dont 20 500 tonnes mises sur le marché et 2 800 tonnes transférées vers des réserves stratégiques. Cette répartition traduit un changement de logique, produire, vendre, mais aussi sécuriser. La valeur créée est également quantifiable. Les revenus issus de la transformation ont atteint 6,9 milliards de francs, CFA, indiquant que la valeur ajoutée reste désormais en grande partie au niveau national. Ce chiffre ne signifie pas une prospérité généralisée, mais il constitue un signal de rééquilibrage économique dans un secteur historiquement dominé par la vente brute. Ce changement s'étend enfin à la diversification alimentaire. Dans le domaine halieutique, 110 cages flottantes ont été installées sur un barrage majeur, complétées par 200 cages mobiles dans d'autres zones. Bien lorsque le dispositif sera pleinement opérationnel, la production annuelle pourrait dépasser 1000 tonnes de poissons, introduisant l'aquaculture comme nouveau pilier de sécurité alimentaire dans un pays souvent associé à l'aridité. Sur Terre, plus de 1350 hectares sont consacrés à des cultures stratégiques avec un objectif affiché de 30 000 hectares à terme. Ces chiffres ne garantissent pas la réussite finale. Ils indiquent cependant un déplacement clair entre une situation de dépendance structurelle et une trajectoire d'autonomisation progressive. Sous Ibrahim Traoré, la quantification devient un outil politique, non pour clore le débat, mais pour en fixer les termes mesurables. Les critiques les plus structurées du tournant engagé avancent d'abord un argument de priorité. Selon cette lecture, concentrer des ressources sur l'agriculture, la santé ou les infrastructures, alors que l'insécurité persiste, reviendrait à disperser l'effort national. La stabilisation militaire devrait, dans cette optique, précéder toute ambition de transformation économique et sociale, faute de quoi les investissements risqueraient d'être fragiles ou rapidement détruits. Un second argument porte sur la soutenabilité. Les programmes lancés simultanément exigent des financements, des compétences techniques et une capacité administrative élevée. Les opposants soulignent le risque d'essoufflement. Pénurie budgétaire, dépendance aux subventions, difficulté de maintenance des équipements et surcharge d'un appareil d'État déjà sous tension. À moyen terme, ces contraintes pourraient conduire à des projets inachevés ou à une qualité dégradée des services. Ces objections reposent sur des préoccupations réelles. Elles reflètent des expériences passées dans la région où des politiques ambitieuses se sont heurtées à l'instabilité ou au manque de continuité. La question n'est donc pas de les écarter, mais d'examiner comment les faits observables y répondent partiellement. La réponse factuelle repose sur la séquence choisie. Sous Ibrahim Traoré, le développement n'a pas été présenté comme une alternative à la sécurité, mais comme un levier complémentaire. L'amélioration des conditions de vie, l'accès à la nourriture, aux soins et à l'éducation sont utilisés pour réduire les facteurs de vulnérabilité sociale exploités par les groupes armés. Cette logique ne supprime pas la violence, mais elle vise à en limiter l'enracinement. Sur la soutenabilité, les données disponibles montrent une tentative de réduction des coûts structurels. La transformation locale des produits agricoles, la formation de ressources humaines nationales
et la participation communautaire cherche ainsi à diminuer la dépendance aux prestataires externes. Le modèle reste exposé à des chocs, mais il repose moins sur une injection ponctuelle de fonds que sur une accumulation progressive de capacités. En somme, la critique souligne les risques, tandis que la réponse met en avant une stratégie de pari contrôlé. Le débat ne porte plus sur l'intention, mais sur la capacité de cette approche à tenir dans la durée. Ce point médian marque un déplacement discret mais décisif dans la lecture des politiques engagées. Jusqu'ici, chaque initiative pouvait être analysée séparément. Agriculture, santé, éducation, sport, route. À mi-chemin, une autre logique apparaît. Ces secteurs ne fonctionnent plus en silo, mais comme des éléments interconnectés d'un même dispositif. L'agriculture assure l'approvisionnement et stabilise les revenus ruraux. Les routes permettent l'acheminement des récoltes, des étudiants et des patients. Les centres de santé réduisent les pertes humaines et économiques liées aux évacuations médicales. L'éducation forme les compétences nécessaires pour maintenir ces systèmes. Le sport, souvent sous-estimé, agit comme un vecteur de cohésion et de projection symbolique. Pris ensemble, ces éléments forment une chaîne continue plutôt qu'une juxtaposition de projets. Ce basculement est essentiel pour comprendre la méthode d'Ibrahim Traoré. L'objectif n'est pas seulement de produire des infrastructures, mais de réduire les dépendances croisées qui fragilisaient l'État, dépendance alimentaire, sanitaire, éducative et logistique. Chaque maillon renforce l'autre, limitant les effets de rupture lorsqu'un secteur subit une pression. Cette architecture reste incomplète et exposée, mais à ce stade, la transformation ne repose plus uniquement sur des promesses ou des chiffres isolés. Elle commence à dessiner un système dont les effets concrets deviennent visibles dans les interactions quotidiennes entre territoires, institutions et citoyens. Pour l'État, la première conséquence observable réside dans une recomposition des priorités opérationnelles. La montée en puissance de politiques centrées sur la production locale, la santé de proximité et l'éducation territorialisée modifient la manière dont l'administration déploie ses ressources. Plutôt que de concentrer l'effort sur quelques pôles centraux, les capacités sont réparties, ce qui réduit la pression sur la capitale et limite les goulets d'étranglement institutionnels. Cette logique, portée par Ibrahim Traoré, vise à renforcer la résilience du système public face aux chocs sécuritaires et économiques. Pour les entreprises locales, les effets sont plus graduels mais tangibles. L'investissement dans la transformation agricole crée de nouveaux débouchés en amont et en aval des filières. Les unités de tri et de conditionnement élèvent les standards de qualité, facilitant l'accès aux marchés nationaux et régionaux. Dans le bâtiment, les chantiers de routes, de centres de santé et d'infrastructures sportives génèrent une demande régulière en matériaux, services et main-d'œuvre. Ces opportunités restent inégalement réparties, mais elles élargissent la base productive au-delà des circuits pas traditionnels d'importation. Pour les citoyens, l'impact se mesure surtout en réduction de coûts invisibles. Moins de kilomètres parcourus pour accéder à un centre de soins, moins d'interruptions de circulation pendant la saison des pluies, moins de dépendance à des produits alimentaires importés au prix volatile. Ces gains ne se traduisent pas toujours par une hausse immédiate des revenus, mais ils améliorent la stabilité des ménages et leur capacité à planifier. Sous Ibrahim Traoré, cette amélioration progressive du quotidien devient un indicateur aussi important que les agrégats macroéconomiques. Au niveau régional, le Burkina Faso projette une image différente. Dans l'espace sahélien, souvent associé à la fragilité chronique, l'accumulation de réalisations concrètes modifie la perception externe. Les partenariats ne se construisent non plus uniquement autour de l'aide d'urgence, mais aussi autour d'échanges techniques, agricoles et institutionnels. Cette évolution renforce la marge de manœuvre diplomatique du pays, sans pour autant effacer les contraintes sécuritaires persistantes. Ces 4 niveaux révèlent une même dynamique. Les politiques engagées ne produisent pas un bouleversement instantané, mais une reconfiguration graduelle des équilibres. L'enjeu, désormais, est de savoir si cette trajectoire peut être consolidée dans le temps ou si elle restera dépendante d'un contexte politique et sécuritaire instable. Dans un scénario de base, les tendances observées se prolongent. Les programmes agricoles
Donc sanitaire et éducatif, continue d'avancer à un rythme inégal mais soutenu avec des ajustements opérationnels plutôt que des ruptures. Les capacités de transformation locale augmentent progressivement, tandis que les centres de santé communautaires allègent la pression sur les hôpitaux de référence. La contrainte sécuritaire demeure, limitant l'extension géographique de certains projets, mais sans remettre en cause leur existence. Dans ce cadre, la stratégie portée par Ibrahim Traoré reste lisible. Consolider ce qui fonctionne, corriger ce qui ralentit, éviter les annonces sans exécution. Dans un scénario plus favorable, une stabilisation relative de certaines zones et une meilleure coordination administrative changeraient la donne. Si les chaînes logistiques agricoles gagnent en fluidité, et si la formation de ressources humaines suit le rythme des infrastructures, les effets cumulatifs deviennent plus visibles. La réduction des importations alimentaires, même partielles, libère des marges financières. Les entreprises locales renforcent leur rôle dans la transformation et la maintenance. Sur le plan régional, le Burkina Faso gagne en crédibilité comme partenaire technique plutôt que simple bénéficiaire d'assistance. Ce scénario suppose une continuité politique et une capacité à maintenir la mobilisation citoyenne sans l'épuiser. Dans un scénario plus défavorable, les fragilités apparaîtraient plus nettement. Une dégradation sécuritaire, des tensions budgétaires ou des retards administratifs pourraient fragmenter les initiatives. Les projets inachevés pèseraient moins sur la confiance, tandis que la surcharge de l'appareil d'État limiterait la qualité des services. Dans cette hypothèse, la simultanéité des chantiers deviendrait un handicap plutôt qu'un atout, exposant la stratégie à des critiques renforcées sur sa soutenabilité. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de lecture s'impose. Ne pas évaluer le tournant actuel uniquement à l'aune de résultats immédiats, mais à partir de sa capacité d'adaptation. Si les mécanismes de correction fonctionnent, alors même un scénario de base peut produire des gains durables. Si au contraire les signaux d'alerte sont ignorés, le risque d'érosion s'accroît. L'enjeu des prochains mois n'est donc pas de choisir un récit, mais d'observer comment les décisions se traduisent concrètement, dans un environnement contraint. Pour le lecteur directement concerné par les réalités du Burkina Faso, l'impact le plus immédiat se situe dans la prévisibilité du quotidien. Lorsque les routes deviennent praticables plus longtemps, que les centres de santé sont plus proches et que certains produits alimentaires sont disponibles localement, la vie reste difficile mais moins incertaine. Cette réduction de l'aléa n'est pas spectaculaire, mais elle modifie les décisions familiales. Se déplacer, investir un petit capital, maintenir un enfant à l'école. Pour les acteurs économiques, artisans, commerçants ou entrepreneurs agricoles, le changement réside dans l'élargissement des possibilités d'ancrage local. La transformation des produits, l'amélioration des infrastructures et la montée progressive des compétences réduisent la nécessité de dépendre exclusivement de circuits extérieurs. Sous Ibrahim Traoré, cette orientation ne garantit pas la réussite individuelle, mais elle crée un environnement où l'effort peut produire un retour plus stable. Pour les observateurs régionaux et internationaux, le cas burkinabé offre un point de comparaison. Il montre comment un État sous pression sécuritaire tente de réorganiser ses priorités sans attendre des conditions idéales. Cette approche interroge les modèles classiques de séquençage du développement, souvent fondés sur l'idée qu'il faut d'abord stabiliser, puis investir. Ici, l'ordre est partiellement inversé, avec des résultats encore en construction. Enfin, pour le citoyen engagé ou le lecteur distant, cette trajectoire pose une question plus large. Jusqu'où un développement fondé sur la mobilisation interne peut-il aller sans appui massif extérieur ? La réponse n'est pas encore écrite, mais l'expérience conduite sous Ibrahim Traoré suggère que même dans un contexte contraint, des marges d'action existent, à condition d'accepter la lenteur, les ajustements et les limites. À ce stade, la question centrale n'est plus l'intention politique, mais la capacité d'exécution dans la durée. La feuille de route esquissée par les initiatives en cours repose sur plusieurs niveaux d'acteurs et sur une logique de séquençage pragmatique. L'État conserve un rôle de coordination et d'impulsion, tandis que l'exécution s'appuie de plus en plus sur des structures déconcentrées et des communautés mobilisées. À court terme,
La priorité concerne la consolidation des acquis. Les ministères sectoriels sont chargés d'achever les projets déjà lancés avant d'en ouvrir de nouveaux. Cela implique la finalisation des centres de santé communautaires, la mise en service complète des unités de transformation agricole et la continuité des programmes de formation. Les indicateurs suivis sont volontairement simples. Infrastructures fonctionnelles, personnel formé et services effectivement rendus. À moyen terme, l'accent se déplace vers la maintenance et la montée en compétences. Former des techniciens, des agents de santé, des enseignants et des gestionnaires locaux devient aussi crucial que la construction elle-même. Sous Ibrahim Traoré, cette étape vise à réduire la dépendance à l'expertise extérieure et à stabiliser les coûts de fonctionnement. Les mesures de suivi portent alors sur la disponibilité des équipements, la régularité des services et la capacité de réparation locale. Enfin, la dimension transversale repose sur la redevabilité. Forum citoyen, remontée locale et visibilité des chantiers servent de mécanismes de contrôle social. Ils ne remplacent pas qu'au pas des audits formels, mais ils créent une pression continue pour éviter l'abandon silencieux des projets. Cette feuille de route ne promet pas une réussite automatique. Elle définit cependant un cadre lisible où chaque acteur sait ce qui est attendu, dans un contexte où la cohérence reste le principal capital politique d'Ibrahim Traoré. Dans plusieurs villages, l'image revient souvent. Une route fraîchement nivelée, un centre de santé encore entouré de poussière, une école dont les murs sentent le béton neuf. Et dans ces scènes, Mansekane ne sont pas spectaculaires, mais elles racontent une transformation lente, faite de gestes répétés plutôt que de ruptures de mots brutales. Elles renvoient au motif initial, d'une reconstruction menée depuis l'intérieur, par accumulation. Ce fil conducteur traverse l'ensemble des initiatives portées sous Ibrahim Traoré. Agriculture, soins de santé, éducation, sport et infrastructure ne sont pas présentés comme des trophées politiques, mais comme des outils destinés à réorganiser la vie collective. Leur valeur ne réside pas seulement dans leur existence, mais dans la manière dont ils reconnectent l'État à des territoires longtemps marginalisés. Le rappel essentiel tient dans cette continuité. Rien n'est achevé, beaucoup restent fragiles et les contraintes sécuritaires demeurent lourdes. Pourtant, une habitude nouvelle s'installe progressivement. Agir sans attendre des conditions idéales. Cette posture distingue la période actuelle d'initiatives passées souvent interrompues ou diluées. En ce sens, l'héritage que semble chercher à construire Ibrahim Traoré ne se mesure pas uniquement en kilomètres de route ou en bâtiments. Il se lie dans une idée plus discrète, mais déterminante, la capacité d'une société à se remettre en mouvement par elle-même. La transformation commence quand l'attente s'arrête. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par un verdict définitif, mais d'ouvrir un espace de réflexion. Les transformations observées au Burkina Faso ne constituent ni un modèle exportable clé en main, ni une exception miraculeuse. Elles représentent une tentative située à de façonner par un contexte de contraintes fortes et par des choix assumés. À travers cette tentative, une question collective se dessine. Le chemin emprunté sous Ibrahim Traoré met en lumière un enjeu souvent négligé, la capacité d'un État et de sa société à produire du changement sans attendre un alignement parfait des conditions. Cette approche soulève des débats légitimes sur les risques, la soutenabilité et les limites, mais elle invite aussi à interroger les alternatives, lorsqu'inaction et dépendance deviennent des normes silencieuses. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais d'observer avec attention. Quels indicateurs méritent d'être suivis ? Quels signaux doivent alerter et lesquels confirment une dynamique durable ? Dans un environnement régional instable, ces questions dépassent un seul pays. La trajectoire en cours reste ouverte. Elle appelle moins des applaudissements que des analyses continues, des échanges informés et une vigilance collective.